Une dernière partie sur JPA avec un certain nombre de petites astuces aussi qui peuvent être pratiques. Tout d'abord, les opérations de modification en volume, toujours pour des questions de performance. Si vous avez besoin de modifier d'un seul coup énormément d'entités, toujours le même attribut, vous n'êtes pas obligé de créer tous les objets en mémoire pour les modifier. Imaginons que vous souhaitiez augmenter tous vos salariés de 5%, que c'est une donnée en base, et ben vous allez pouvoir déclencher une requête de type update qui sera plus performante en appelant la méthode execute update, parce qu'en gros, elle ne va pas d'abord créer les 1000 employés en mémoire avant de modifier chacun de ces employés en mémoire, puis redescendre cette partie-là. Elle va directement déclencher une requête update sur la base de données. Donc, on restera sur le modèle objet. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir lui dire, tu m'updates tous les employés E en setant leur salaire au salaire précédent et en l'augmentant de 5%. Et puis, je vais pouvoir appeler sur mon entity manager la méthode execute update qui va me dire le nombre d'entités modifiées. Et puis, je commit ma transaction pour faire ce traitement-là. Tout l'intérêt à le faire comme ça par rapport à le faire une requête native, c'est toujours pareil. C'est la capacité à exprimer la requête sur le modèle objet. Donc la syntaxe est assez simple. J'update une entité particulière en définissant un alias. Et puis après, j'ai une requête set où je vais pouvoir setter certaines propriétés de cet alias en mettant des conditions sur quelle ligne, sur quelle entité on vient faire cette modification. Toute cette modification doit être faite dans un contexte transactionnel parce qu'évidemment, on vient modifier la base de données. Autre optimisation possible, on va énormément gagner en performance en faisant attention au mode de récupération des entités associées, ne pas récupérer trop d'entités, utiliser la pagination, faire attention à utiliser le lazy loading quand c'est possible, ou au contraire utiliser John Fetch pour faire du chargement au plus tôt si on a besoin des données directement pour éviter les problèmes de N+1 select. On a un certain nombre d'exceptions définies dans le standard JPA, qui sont toutes des runtime exceptions et qui ont été typées pour comprendre relativement bien ce qui se passe. Donc avant de m'appeler en TP, n'hésitez pas à essayer de comprendre l'exception. Souvent, elle est assez explicite. Donc vous allez voir la dernière exception, celle qui a créé le problème, tout en bas de votre stack trace. Et puis, souvent, en toutes lettres, il est marqué ce qui va pas. Donc par exemple, si vous lui dites « donne-moi un seul résultat », il va vous dire que cette entité, elle n'a pas été trouvée. Au contraire, que cette entité, elle existe. Si vous voulez un seul résultat dans une requête, mais en fait, il y en a plusieurs, il va vous dire « ah, il y a une exception, moi j'en ai plusieurs qui matchent ». À l'inverse, tantôt, il va vous dire « j'ai aucun résultat qui match ». Si vous faites une action qui a besoin d'être dans un contexte réactionnel, il va vous lever une exception qui est « transaction required ». S'il y a un rollback, il va vous lever une exception, rollback, exception. Pareil, il y a des exceptions sur les locks, etc. Donc, souvent, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe au niveau de votre application. Autre point qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui est pratique, les mécanismes de callback. Le framework va faire un certain nombre de traitements pour vous. Quand vous appelez un persist, il va descendre les données en base de données, etc. Et à tout moment, on peut créer des méthodes qui vont être appelées par le fournisseur de persistance avant ou après qu'il ait effectué ses actions. Donc pour ça, on a un certain nombre d'annotations qui sont définies dans le standard qui vont permettre de dire, quand je persiste une entité, si j'ai défini une méthode void sans paramètre, que je l'ai taguée add_prepersist, avant de la gérer par l'entity manager, il va appeler cette méthode-là. Pareil, on va pouvoir le faire après, avant un retrait, après un retrait, etc., etc. Tout ça, ça va permettre de déclencher des traitements métiers si j'en ai besoin. Par exemple, au moment où je retire un objet, si quand je retire un objet, j'ai un certain nombre de points particuliers à faire dans mon application, je vais pouvoir les injecter facilement en définissant ces méthodes qu'on va nous-mêmes jamais appeler. On va juste les taguer avec ces annotations et puis elles vont être appelées par les frameworks, d'où le fait qu'on appelle ça des méthodes de callback. Toutes ces méthodes de callback peuvent elles aussi être définies dans le fichier XML si nécessaire. La configuration de l'entité de persistance, on l'a vu très rapidement tout à l'heure, c'est un fichier persistance.xml qui doit être dans le class path dans un répertoire meta-inf. Il a une section property qui est propre au fournisseur de persistance et donc il faut aller lire la doc du fournisseur de persistance.
Pour définir toutes les transactions, en fait, elles vont soit utiliser transaction JDBC, mais de plus en plus la notion de transaction JTA, qui va nous permettre de faire des transactions sur plusieurs fournisseurs de persistance si nécessaire, etc. Et donc, JTA est aussi un standard de Java. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans une transaction JTA? On va la créer en appelant sur Entity Manager getTransaction. Et puis, sur cette méthode-là, sur une entity transaction, on va trouver globalement la capacité à démarrer la transaction, à committer la transaction, à explicitement appeler un rollback si on en a besoin, et puis demander si la transaction est encore active. Je rappelle à quoi sert une transaction: à garantir les propriétés acides d'un ensemble d'opérations: atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Dit autrement avec un exemple, garantir que si je réserve un billet d'avion et puis un hôtel et une excursion, je veux soit que ces trois actions-là se marchent bien, soit s'il y en a une seule qui n'est pas possible, je veux qu'aucune action n'ait eu lieu. Donc, à l'utilisation, je crée mon entity manager, je récupère la transaction en appelant entity manager.getTransaction, je peux démarrer ma transaction et puis la committer à la fin. En cas de rollback, le contexte de persistance est vidé, toutes les entités passent dans un état détaché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entités Java vont garder les valeurs qu'elles avaient au moment du rollback, mais très souvent, ces valeurs sont fausses. Elles ne correspondent pas aux vraies valeurs qui sont dans la base de données. Donc, on peut essayer de les rattacher avec un merge, mais très souvent, ça ne va pas bien se passer si une exception s'est passée. Donc, vous avez tout intérêt à relancer le plus souvent possible des requêtes. Ne vous inquiétez pas, l'entity manager garde un cache. Donc, en fait, si vous faites une requête où les objets avaient déjà été créés, ce qu'on a dit, c'est qu'évidemment, il va retourner ces objets déjà créés. Mais donc, évitez de garder des caches au niveau de votre code applicatif en disant je vais appeler des merges si ça a été détaché. Anglo, c'est relativement souvent source de bugs. Donc quand on ferme l'entity manager, évidemment, il y a un risque qu'elle soit fermée. Dans beaucoup de serveurs d'application, la démarcation des entités est faite par le gestionnaire d'entité, par le serveur d'application. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est de démarquer les méthodes qui doivent être mises dans un contexte transactionnel. Au contraire, quand on est dans une application Java toute simple, comme ce qu'on va faire au premier TP, alors c'est à vous de démarquer la transaction. Alors, je suis désolé, je fais un peu clignoter cette partie-là. Pareil, la partie entité détachée, j'ai juste remis une couche, mais on en a parlé pas mal précédemment. Si les entités sont détachées, il va falloir les réattacher à un moment. On les réattache en faisant un merge qui nous retourne cette partie entité détachée. À quel moment les entités passent détachées? On a dit au moment d'un rollback, mais pas simplement. Si à un moment vous serialisez ces données en JSON pour les envoyer au client, puis vous les récupérez, ces entités deviennent détachées. Donc pareil, s'il y a du lazy loading et que votre entité est détachée, le reste du code ne sera pas capable de récupérer les données qui n'ont pas été préchargées au départ. Il faut se méfier de cette partie-là. Je vais un peu vite là-dessus, je suis désolé pour pas que le cours soit trop long. Donc si on est dans un état détaché, il vaut mieux récupérer les éléments avant ou appeler un merge pour avoir accès à tous les attributs d'une entité détachée. Alors dès qu'on a une entité détachée, on va pouvoir faire un merge, mais en fait s'il y a eu des conflits de concurrence, en fait ça va nous lever une exception pour dire je ne peux pas réattacher cet objet. Par exemple, si vous avez envoyé une donnée vers votre browser, mais qu'en fait, en même temps, quelqu'un d'autre a consulté cette donnée et l'a modifiée, quand vous renvoyez la donnée depuis le browser et qu'elle cherche à être réattachée à l'entity manager, il dit je ne suis pas capable de réattacher cette partie. La concurrence, toujours pareil, très rapidement, je suis désolé, ça va un peu vite sur la fin. On en a parlé déjà un petit peu. Attention, tout gestionnaire d'entité n'est pas thread safe. Ça veut dire qu'il ne peut être utilisé que par un seul thread. D'où le fait qu'on a introduit le pattern tout à l'heure d'entity manager helper avec le thread local pour éviter ces problèmes-là.
Donc en gros, et là, c'est à la charge du développeur d'éviter ce problème d'un gestionnaire d'entité qui sera utilisé depuis plusieurs threads. Des exemples de concurrence qui pourraient être mal gérés, si on a une ligne qui est accédée par deux gestionnaires d'entités, par défaut, ça peut prendre des problèmes d'accès de concurrence. Par défaut, il est géré avec une stratégie optimiste, il ne met pas de lock, mais de temps en temps, on peut se retrouver à devoir poser des locks sur des données si on a besoin. On va pouvoir versionner les états des entités. Donc, ce que propose JPA de base, c'est un mécanisme qui permet uniquement d'incrémenter un attribut de type entier ou long avec adversion, qui permet de savoir que l'entité a été modifiée. Il y a des patterns un peu plus évolués qui sont proposés pour vraiment être capable de, à chaque modification des données, faire une sorte de copy on write où je vais d'abord dupliquer la donnée, sauvegarder l'ancienne version pour être capable de savoir dans quel état était telle entité il y a par exemple 5 ans. Et là, il y a des frameworks au-dessus de JPA, comme par exemple Hibernate Anvers, qui vont vous permettre de simplifier cette gestion de ce qu'on appelle l'audit de vos entités. Donc tout ce que propose JPA, c'est un mécanisme qui permet d'incrémenter un attribut pour savoir si l'entité a été modifiée ou pas. On peut poser des locks si on a besoin, là aussi, soit en lecture, soit en écriture. Attention, quand vous posez des locks, ça veut dire que de l'autre côté, sur des recherches d'accès, potentiellement, il va se prendre des exceptions en disant vous n'avez pas le droit d'accéder à telle entité. Je passe assez vite là-dessus aussi, je vous laisserai travailler sur cette partie. Donc ça conclut un peu cette partie JPA. Donc sachez que on va travailler en TP là-dessus. N'hésitez pas à poser un maximum de questions. Ça fait partie des savoirs importants d'un master en informatique, orienté développement, d'être compétent sur ces problématiques de mapping observationnel. Vous allez les retrouver dans beaucoup de frameworks. Il existe des choses, si vous faites du Doctrine, ça va ressembler très fort. Si vous faites, il en existe en Node.js et en TypeScript, ça va ressembler très fort. Donc, juste pour vous montrer cette partie-là, Doctrine Node.js, n'importe quoi, Doctrine one to many, montrer que vous allez retrouver facilement. En Doctrine, qui est un framework de mapping observationnel qui existe en PHP, vous allez voir que pour définir les relations, on n'a pas d'annotation dans PHP, mais vous allez retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire des relations many-to-one avec des join colonnes, les différentes entités qu'on vient taguer dans des commentaires, etc., etc. Mais le principe, une fois que vous en avez compris un, c'est qu'ils se ressemblent tous à ce niveau-là. Merci pour votre attention et rendez-vous en TP sur la partie JPA. On verra la partie Spring Data juste ensuite quand on aura fini la partie Spring ensemble. Je réintroduirai la partie Spring Data et comment elle s'utilise, ce qu'elle apporte en plus en termes d'abstraction par rapport à JPA.